J'ai sauvé une fille loup-garou extraterrestre d'un piège, et maintenant, elle veut que je dorme. Bienvenue dans le monde de la science-fiction. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette histoire aujourd'hui. Si vous avez aimé, veuillez vous abonner. Je disais aux aspirants ségrapheurs que chaque lune frontalière a son propre hymne secret, une basse harmonie qui ne peut être entendue que si vous éteignez les moteurs, posez le pied sur un sol étranger et retenez votre souffle sur le 34e satellite de Saravan. La chanson flottait à travers des tiges de champignons bioluminescents. Comme des murmures étouffés dans une cathédrale, j'aurais pu écouter toute la nuit, mais j'ai entendu un hurlement rauque qui n'a pas brisé la mélodie et mes instincts se sont mis en alerte maximale. La vapeur argentée de ma navette s'échappait encore derrière moi et je devais sauter par-dessus des troncs, tomber avant que la logique ne s'installe, alors que mes bottes craquaient sur la mousse phosphorescente tout le temps où l'ardoise de navigation à mon poignet traçait une topographie panique pour mon rythme cardiaque irrégulier. Le cri retentit à nouveau rauque, entrecoupé de claquements métalliques, et je me retrouvais soudain dans une clairière circulaire de 100 mètres, les lampes de mon casque projetant des projecteurs étranges sur le tapis de mousse, tandis que mon cœur s'emballait. Dans la lumière cobaltée et ardente des deux lunes, une bête monstrueuse se tordait dans un piège de fils monofilaments. Sa fourrure noire lui donnait une présence imposante et sa grâce féline ajoutait un air de mystère. Se tenant presque à ma hauteur, elle avait des muscles saillants sous sa fourrure brillante et chaque fois qu'elle essayait de se libérer les pièges, s'enfonçait plus profondément dans sa cuisse, faisant aplatir ses oreilles de chat en agonie. Sa queue lisse fouettait la terre en spirale et sa queue lumineuse illuminait la zone. J'ai tiré ma lame d'arpentage à un angle précis, me suis glissé entre des brins tendus, me suis agenouillé dans une boue parfumée de poivre et d'ozone et j'ai pressé le tranchant de la lame contre le fil en accordant son oscillation. Avec un claquement étouffé, je coupai 6 boucles et son souffle frappa ma joue en jet brûlant lorsque le dernier filament se rompit. Ses yeux bleus étaient fixés sur moi, et elle me suppliait d'une manière sauvage en colère et féroce. Apparemment, les trappeurs avaient utilisé des boucles en alliage phasé que les braconniers préféraient parce que les couteaux vibères ordinaires rebondissaient dessus. Heureusement, j'étais préparé. Elle s'est effondrée dans mes bras, ma force diminuant brièvement et mes genoux cédant sous la pression. Je la tenais dans mes bras tremblants, tout en soutenant son corps chancelant. Un grognement sourd s'échappa de sa poitrine, alors que je relâchais sa jambe inerte, mais le son était plus menaçant que menaçant. C'était de l'épuisement. Dans un mouvement si rapide que je l'ai à peine remarqué, elle s'est penchée, a reniflé l'air au-dessus de ma jugulaire et a pressé l'arête de son museau contre la veine qui palpitait sous ma peau. La chaleur s'est enflammée là où son souffle rencontrait la sueur, et ses griffes se sont enfoncées dans le col de ma chemise, tandis que mon cœur battait contre le sien. Son grognement s'est transformé en un grondement presque apaisant, et elle a chuchoté ou peut-être exhalé une syllabe dans une langue plus ancienne que l'étendard de la Confédération. Je n'avais pas besoin de traduction. Ses yeux s'adoucirent, ses griffes se rétractèrent, et la manière dont elle me laissa de la place pour déballer un bandage de compression parlait plus fort que n'importe quelle charte. Ce n'est qu'après avoir enveloppé la blessure que j'ai remarqué qu'elle n'avait pas. Elle a relâché son emprise sur moi et a plutôt guidé mes épaules vers le bas jusqu'à ce que je masse contre le tronc d'un champignon géant. Le chapeau du champignon se courbait comme un parapluie violet au-dessus de nous. Elle bougea douloureusement jusqu'à ce que sa tête repose contre ma poitrine, ses oreilles pointues effleurant mon menton et sa queue s'enroulant possessivement sur mes genoux. Puis elle laissa échapper un soupir qui emplit la clairière d'une paix fragile. Mon ardoise a émis un bip là où elle avait atterri, diffusant un ping de localisation causé par ma chute, et j'imaginais mes avides. Les drones de l'entreprise triangulant le signal intensifiaient mon imagination alors que j'imaginais des bêtes sauvages attirées par l'odeur de son sang rôdant dans la forêt. Malgré mon anxiété, ses doigts pressaient ma veste, me rassurant avec une certitude primale que son battement de cœur serait le plus en sécurité à côté du mien.
Une brise transportait des spores qui scintillaient comme des diamants poudrés, transformant le vêtement improvisé en un badge sous la lumière des étoiles. C'est alors que j'ai réalisé que l'hymne de la lune avait changé de ton, que mon rythme cardiaque s'était joint à son rythme et qu'une seconde harmonie que je soupçonnais pourrait me suivre pour toujours. J'ai fait des ajustements. Aussi délicatement que possible, je sentis le tremblement de la douleur réprimé dans les muscles sous son manteau. J'ai murmuré des excuses dans une oreille touffue et de ma main libre, j'ai tapé un signal de détresse silencieux vers le relais orbital à moitié effrayé que les algorithmes de l'entreprise ne cachent la demande à un répartiteur humain. Le tonnerre grondait au loin, ou peut-être était-ce le vrombissement des moteurs qui approchaient. Je craignais que les secours n'arrivent pas à temps pour la sauver des prédateurs ou pire encore des braconniers, mais la perspective d'une assistance mercenaire me rendait plus malade que tout le reste. Silencieuse dans la forêt, son souffle bruissant contre le tissu à ma gorge, et à chaque respiration, je sentais une promesse que je n'avais jamais prononcée prendre forme, que l'univers apprendrait que la détermination d'un explorateur peut s'endurcir aussi férocement que la lame d'un soldat. Et quelque part au sein de cette détermination, son oreille tressaillait, sa queue se tendait, et l'étrange berceuse de deux battements de cœur s'entremêlant en un seul nous emportait tous les deux vers une aube incertaine, tandis que l'hymne de la lune continuait de résonner. Alors que le soleil se levait au-dessus de la canopée de champignons, le ciel prenait une teinte ambrée profonde, marquant le début de cette phase de la lune. La lumière s'infiltrait dégoulinant à travers le feuillage comme du sirop. Je n'avais pas dormi, mon dos me faisait mal à force d'être appuyé contre la tige tordue toute la nuit, mais j'avais peur de bouger, de peur de déranger la créature étrange et blessée, recroquevillée dans ma poitrine, comme si j'étais sa bouée de sauvetage. Sa respiration était superficielle mais constante, et la pression sur son corps ne se relâchait jamais. Inconscient, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose de plus profond, de plus primal, de plus difficile à cerner, peut-être un sentiment de respect, un sens du devoir, ou simplement la voix dans ma tête qui me rappelait sans cesse que j'étais entré dans un rituel que je ne comprenais pas entièrement. À un moment donné, pendant la nuit, ses griffes s'étaient rétractées et ses bras s'étaient rapprochés de mon ventre. Sa queue épaisse et brillante s'accrochait à mes genoux comme une corde et ses oreilles se dressaient au moindre mouvement comme des antennes. Je restais assis là, sentant son poids, sa respiration, et caressant de temps en temps l'une de ses oreilles quand son front se plissait ou quand un frisson la traversait. Elle ne grogna plus et ne se retira pas. Finalement, la lumière gagna en force et la brume commença à s'estomper de la clairière. Ses yeux s'ouvrirent, et je restais parce que même si son corps cherchait le repos, son esprit n'avait pas cessé de scruter le périmètre à travers ses sens. Elle cligna des yeux 2 fois, sa tête toujours pressée dans l'espace entre mon cou et mon épaule. Pour la première fois depuis que je l'avais vue, elle paraissait vulnérable, pas faible, pas brisée, juste à vif. Elle renifla l'air près de mon col, inclina légèrement la tête pour me regarder sans la lever, et je parlais d'une voix calme à cause de l'expiration et de la prudence. Ses oreilles tressaillirent à nouveau, cette fois, non pas par alarme, mais par léger amusement, et sa queue se déroula lentement de mes genoux. Elle se redressa lentement, prenant mes signaux du fait que sa jambe tressaillait, alors que sa main griffue pressait contre le bandage de compression autour de sa cuisse. Je surveillais tout signe qui pourrait indiquer qu'elle allait s'effondrer, mais elle ne le fit pas. Ce qui est déjà quelque chose vu qu'elle semblait capable de renverser un char volant quand elle était motivée. Une fois qu'elle fut debout, elle utilisa le tronc du champignon comme une béquille, fronçant les sourcils, alors que son poids se déplaçait sur sa jambe. Elle resta silencieuse. Silencieusement, ramena son regard vers le mien, et cette fois sa voix était dépourvue de tout grognement, hurlement ou grognement, juste un mot en mauvais bon de la Confédération. Je fronçai les sourcils en réaction et elle hocha la tête une fois avant de toucher sa gorge et la mienne. Le lien de sommeil sûr maintenant établi, je la fixais essayant de comprendre tout cela. Son regard inébranlable me disait que j'étais entré dans quelque chose d'ancien et de contraignant
et le poids de cela était évident dans sa forme fière. Elle se tenait droite, non pas possessive, mais plutôt confiante, comme si je venais de passer un test. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait pris mon buzzer en ardoise dans mon sac, qui était posé près de la base du champignon, mais elle était plus rapide que moi. Avec un petit grognement, elle le regarda puis me le lança. Je l'ai corrigé pour t'aider, mais ses yeux se sont encore plus plissés. Ses mots étaient hachés, mais l'avertissement ne l'était pas. J'ai allumé la tablette et examiné le journal des signaux. Elle avait raison. La balise sur laquelle j'avais trébuché avait... Elle me regarda un instant, peut-être sceptique, mais finit par hocher la tête et s'appuya contre moi pour se soutenir. Son poids nous ralentissait, mais pas autant que prévu, et nous étions loin de toute patrouille amicale sur cette lune. Les seuls susceptibles de répondre rapidement étaient des équipes de braconniers privés ou des chasseurs de primes indépendants engagés par ceux qui cherchaient à exploiter tout ce qui avait de la valeur. Si elle était assez rare pour être chassée, alors ses instincts n'étaient pas juste de la paranoïa, c'était de l'expérience. J'ai jeté mon sac sur une épaule et tendu un bras vers elle. Nous devions bouger. Comme prévu, elle boitait, mais elle compensait avec sa queue et ses bras s'équilibrant avec une agilité surprenante. La forêt devenait plus dense à mesure que nous descendions, projetant des rayons de lumière qui dansaient sur des rochers couverts de mousse et des arbustes bioluminescents qui pulsaient à notre passage. Nous ne disions pas grand-chose, elle pointait du doigt quand elle voulait changer de direction, grognait doucement quand quelque chose attirait son attention, et une fois elle fit signe de silence, une ombre émergea des broussailles à notre droite, accompagnée d'une grande silhouette droite tenant un fusil. J'ai sorti un autre bandage pour sa jambe, vérifier la blessure, puis les nettoyer et panser pendant qu'elle m'observait en silence. Le saignement avait ralenti, mais l'infection restait un risque. L'un des braconniers était visible à travers la lumière ambrée qui se reflétait sur la visière. Nous sommes restés à plat ventre jusqu'à ce que les pas s'éloignent, puis nous avons continué à avancer. Finalement, elle nous a guidés vers une alcôve, cachée sous une crête tombante de lichens lumineux, où nous avons trouvé une petite tanière formée naturellement. Le parfum des herbes et de la pierre flottait légèrement dans l'air. Une fois de plus, il y avait un silence complet, même lorsque la mousse antiseptique sifflait contre le tissu exposé. Après que j'eus terminé, elle posa délicatement sa main sur ma poitrine et la laissa là. Elle hocha la tête une fois et sa voix revint avec son nom. Je croisai son regard et lui rendis le geste. Nous ne nous sommes pas serrés la main parce qu'il n'y en avait pas besoin. Notre lien était déjà fort. Alors que nous étions assis sous l'abri de vignes lumineuses et de pierres froides, j'ai réalisé que ce n'était pas simplement un sauvetage. C'était le début de quelque chose de plus étrange et de plus profond que ce que l'un de nous avait anticipé. Les heures passèrent, dans un silence hantant interrompu seulement par les tressaillements de Nikita ou le bruissement des feuilles au-dessus de l'alcôve. Je m'attardais à l'entrée, regardant à travers les vignes lumineuses, et observais la forêt pulser avec un rythme surnaturel. Les couleurs changeaient subtilement en fonction de la position des deux lunes, passant des verts frais au violet doux, et les tiges des champignons devenaient plus pâles, comme si elles se reposaient. Malgré la beauté, je serrais les dents. Je gardais mon doigt sur la gâchette de mon fusil à impulsion, mais nous n'avancions pas beaucoup. Nous étions réellement poursuivis et ce n'était pas juste de la paranoïa. Nous avions déjà vu l'un de nos poursuivants et les chances étaient contre eux même s'ils avaient abandonné. Notre seul espoir était de couvrir quelques heures de distance l'un derrière l'autre. Nikita, qui se tenait derrière moi, évitait de grogner en changeant de position. Elle ne demandait pas d'aide, mais je pouvais entendre chaque fois que son souffle se coupait à cause de Han appuyant sur sa jambe blessée. Sa fierté servait de bouclier, mais elle était également blessée à un niveau plus profond, peut-être par la colère, le chagrin ou une émotion enchevêtrée. Depuis notre arrivée, elle était restée silencieuse, mais je pouvais encore entendre son nom, et le mot lié résonnait dans ma tête. Peu importe à quel point j'essayais de l'oublier, je m'étais emmêlé dans ce qu'elle croyait s'être passé entre nous, au moment où j'avais coupé ses fils, peut-être pas intentionnellement, mais sans aucun doute en conséquence.
Je suis retourné la vérifier. Elle était allongée, la queue repliée sous elle. Alors que je m'agenouillais à côté d'elle, j'ai retiré le bandage et examiné la blessure. Sous la mousse croûtée, c'était cru rouge vif, non infecté, mais ne guérissant pas rapidement. J'ai fouillé dans ma trousse de premiers soins pour trouver un patch biocéal plus épais, l'un de ceux à haute résistance que je garde généralement pour les traumatismes sur le terrain. Elle regardait en silence pendant que je l'appliquais, ses griffes se rétractant occasionnellement, mais pas de manière violente. « Tu n'es pas n'importe quel charognard », dit-elle doucement sans poser de questions. « Tu as été entraîné. » Elle hésita, ne sachant pas quoi dire, avant de finalement murmurer « Guerrier du clan Moonborn n'est pas censé être capturé. » La sensation était à la fois douloureuse et contenue, alors qu'elle se liait à la chair avec un doux sifflement. Elle se pencha à nouveau en arrière, expirant par le nez. « Alors comment étais-tu » demandai-je doucement, ma voix s'éteignant alors qu'elle baissait la voix. « Ils ont pris ma sœur le dernier cycle lunaire. Pensant qu'elle était morte. Puis j'ai entendu son cri, j'ai senti le sang frais, j'ai couru, je suis tombé dans le piège. » dit-elle, ses yeux se rétrécissant légèrement, non pas vers moi mais vers le souvenir du piège. Un vieux piège caché destiné aux bêtes que j'avais suivies, croyant que j'allais les chasser. Je m'assis à côté d'elle sans parler, alors que la douleur de sa trahison me frappait plus fort que je ne l'avais anticipé. « Alors nous devons la retrouver », dis-je sans attendre qu'elle me le demande. Ses yeux se tournèrent vers les miens avec surprise. « Tu aides. » Elle n'était pas tombée dans le piège. Elle y était entrée en essayant de sauver quelqu'un, sa sœur peut-être encore en vie ou déjà victime d'une stratégie d'appât cruelle. « Je ne t'ai pas laissé partir juste pour que tu puisses t'en aller, » dis-je en fixant la sangle de mon fusil. « Et s'ils parviennent à la capturer, nous ferons en sorte qu'ils regrettent d'avoir jamais mis les pieds sur cette lune. » Soudain, il y eut un changement dans son expression, non seulement de la confiance, bien que cela y soit aussi, mais une expression plus subtile de gratitude peut-être, ou le soulagement de ne pas avoir à se battre seule. Elle tendit la main et toucha mon épaule, ses griffes repliées vers l'intérieur pour éviter de faire couler le sang, et elle parla d'une voix nouvelle d'acier. Le plan était simple, du moins sur le papier. Nous nous préparerions discrètement et nous dirigerions vers la forêt au crépuscule quand il y aurait une meilleure couverture. Elle insistait sur le fait qu'elle pouvait encore sentir l'odeur des braconniers le long de la crête orientale, et ses sens étaient bien plus aiguisés que n'importe quel scanner que je possédais. Je surveillerais les pièges technologiques, je m'occuperais des drones et des alarmes de proximité, et elle serait en charge des pistes olfactives et des schémas. Notre plan ne serait pas parfait, mais il serait meilleur que de se cacher ici et d'espérer que l'aide arrive avant les braconniers. J'ai rempli mon tube d'hydratation, ajouté 2 clips supplémentaires à ma ceinture et envoyé une dernière rafale encodée au relais orbital. Ce n'était pas pour l'extraction, mais pour servir de miettes de pain de localisation au cas où nous devrions revenir sur nos pas. Nous sommes partis juste avant le crépuscule et la forêt à l'extérieur de la tanière était plus fraîche, avec des ombres plus longues et des couleurs plus profondes. Les champignons brillaient plus intensément dans la lumière déclinante, baignant tout de bleu et de vert surréaliste. Nikita se déplaçait avec grâce et détermination. Malgré ses blessures, il se déplaçait avec une grâce silencieuse. Sa queue l'aidait à s'équilibrer sur un terrain inégal, et de temps en temps, elle s'arrêtait, ses narines se dilatant et ses oreilles pivotant comme des radars. Je suivais ses instincts plus que n'importe quel outil que j'avais, et après 2 heures à la suivre, elle s'arrêta et se baissa derrière une crête. Nous avons regardé par-dessus le bord et avons vu une petite clairière devant nous, entourée de projecteurs rudimentaires, alimentés par des batteries. Au milieu de la clairière se trouvait une cage avec une personne ou des animaux à l'intérieur. Quelque chose bougea et une silhouette mince et poilue commença à inspirer profondément, tandis que ses griffes s'enfonçaient dans la terre. « Sœur, » murmura-t-elle, « nous n'avons plus parlé après cela. » Nous avons simplement échangé un regard et j'ai hoché la tête. C'était ça. Le temps de la cachette silencieuse était terminé. Maintenant venait la tempête.
Les projecteurs projetaient une lumière artificielle et crue sur la clairière, faisant tout ressembler à un diorama disséqué. Nikita restait accroupi à côté de moi, sa respiration superficielle et ses yeux fixés sur les miens. Sous les barreaux de la cage, je pouvais voir une silhouette plus petite, affaissée et immobile, sa fourrure maculée de ce qui semblait être du sang séché. Nikita n'était pas encore morte, mais elle était très proche. Elle restait immobile et tremblante, chaque muscle répondant à un instinct qu'elle contrôlait à peine. J'ai posé ma main sur son épaule et elle a tressailli, mais elle ne l'a pas repoussée. Au lieu de cela, elle prenait des respirations lentes et rythmiques, son nez frémissant, et elle a hoché la tête quand elle était prête, pas imprudente, mais toujours dangereuse. Sur le périmètre, je pouvais voir 2 braconniers, tous deux lourdement armés, appuyés sur leurs fusils, comme si cela était tout à fait normal. Leurs gilets les identifiaient. Aucun insigne d'entreprise, juste un équipement tactique disparate et la posture hautaine d'hommes qui se croyaient des dieux sur une lune éloignée. L'un d'eux tapotait nonchalamment sur un contrôleur de drone, tandis que l'autre arpentait le bord lançant et attrapant quelque chose de métallique. Ils n'étaient pas inquiets, pensant que leur complaisance les tuerait plus vite que n'importe quelle arme. Nous nous sommes retirés juste assez de la crête pour rester cachés et Nikita a chuchoté un plan. Sa voix était calme, mais il n'y avait aucune malice impliquée. Elle hésita, puis agita sa queue vers la sacoche accrochée à mon dos. J'ouvris le rabat et en sortis 2 mini-pods de charge non létaux, mais bruyants en quantité de 2. Je lui en tendis un et dis « Place-les de chaque côté. Attends la confusion. Quand la cage s'ouvrira, je te couvrirai d'en haut. » Son sourire était féroce, et elle disparut dans les broussailles avant que je puisse m'enquérir de sa capacité à gérer sa blessure à la jambe. Je me suis ensuite dirigé vers le après, avoir traversé des parcelles de forêt denses et descendu un ravin escarpé, j'ai finalement atteint le bord éloigné de la clairière. J'ai positionné ma charge derrière un rocher pour maximiser son écho, puis j'ai grimpé sur un tronc d'arbre noueux pour m'assurer de pouvoir voir à la fois les gardes et la cage. De l'autre côté de la crête, un faible éclair bleu clignota 2 fois, signalant le signal de Nikita. En réponse, j'ai clignoté 1 fois en blanc depuis mon ardoise. Au fil du temps, la forêt semblait retenir son souffle, mais ensuite, avec un coup de tonnerre et de lumière, les 2 charges explosèrent, envoyant des ondes de choc à travers l'air. Les gorges des anges endormis hurlaient vers le ciel, alors qu'un garde trébuchait en reculant de la cage, son fusil oscillant de gauche à droite, tandis que l'autre courait rapidement vers la gauche, attiré par le son. Sortant de la fumée comme une ombre, Nikita émergea. Malgré sa boiterie, elle se déplaçait rapidement, et en quelques secondes, elle atteignit la cage. La serrure était grossière et manuelle, mais elle tourna la clé en métal brusquement pour l'ouvrir. À l'intérieur, une silhouette remuait faiblement, et la sœur de Nikita, qui était plus petite qu'elle et avait une fourrure plus claire avec des mèches argentées, était à peine vivante. Nikita souleva sa sœur, la drapant par l'autre bras, et la fit descendre dans la cage. J'ai sauté d'une branche et atterri lourdement sur le sol, puis j'ai rapidement couru dans la direction opposée, éloignant les gardes. La poursuite n'a pas duré longtemps car j'ai fait demi-tour 2 fois grimpé à travers un ravin étroit et suis finalement arrivé au point de ralliement préarrangé sous un Nikita, arriva sous un dais de mousse, suspendu sa sœur affaissée mais vivante dans ses bras. Nous ne prononcions pas un mot, nous nous contentions de bouger. Les braconniers n'étaient pas loin derrière, et maintenant, ils seraient en colère. Nous marchâmes pendant près d'1 heure avant de trouver refuge dans un ravin sec, abrité par des champignons envahissants et des troncs tombés. Nikita la déposa, vérifia son pouls et s'effondra à côté de sa poitrine. Je m'agenouillai à côté d'elle, tendant la main vers ma trousse médicale, mais Nikita me repoussa, disant « Le sang connaît le sang ». Je ne discutais pas, et elle nettoya le laceur, remua 1 fois ses doigts, tressaillant, avant de retomber dans l'inconscience. Quand Nikita finit par me regarder, son expression avait changé, pas plus douce, pas entièrement, mais plus ouverte. Le mur entre nous, quel qu'il soit, s'était fissuré. « Tu es resté ?» dit-elle. « J'ai dit que je resterais. » Ses oreilles tressaillirent,
mais d'autres ne le feraient pas. Je suis pas les autres, ai-je déclaré avec conviction. Elle hocha la tête et me fit signe de m'asseoir. Ils reviendront encore plus puissants qu'avant avec des intérêts corporatifs et un désir de notre sang et de notre chair plutôt que simplement comme des trophées. Ils nous voient comme des clés. Je fronçai les sourcils en désapprobation. Nikita fit une pause, ses yeux parcourant la mystérieuse voûte à l'horizon. Elle a ensuite parlé du coffre-fort lunaire, de sa technologie profondément enfouie et du rôle du groupe dans sa protection, comme nous l'avions toujours fait. Soudain, la situation a changé avec l'intérêt des braconniers et la mise en place des pièges. Ce n'était pas une question de sport, il s'agissait de laisser une trace. En restant avec elle, je me suis retrouvé pris dans le réseau de la technologie et du pouvoir. En regardant Nikita, je ne voyais pas seulement le guerrier blessé que j'avais sauvé des bois, mais aussi le protecteur d'un artefact ancien. À cet instant, j'ai réalisé que notre mission s'était transformée d'une simple mission de sauvetage en le début d'une guerre. La sœur de Nikita ne bougea plus cette nuit-là, mais sa respiration devint plus régulière et ses doigts se crispèrent autour d'un morceau de tissu que Nikita avait placé dans sa paume, probablement un marqueur olfactif ou quelque chose de familier, servant probablement d'encre spirituelle. Alors qu'elle se rétablissait, Nikita restait à ses côtés, les pattes croisées derrière elle. Ses oreilles dressées et attentives suivaient les sons de la forêt. Je me suis caché près du bord du creux surveillant tandis que l'air moite s'accrochait à notre souffle, la lumière de la lune s'estompant au-dessus des chapeaux de champignons. Les mots qu'elle avait prononcés plus tôt pesaient lourdement sur mon esprit et je ne pouvais pas chasser les pensées de gardiens de voûtes et de technologies anciennes. J'avais entendu des éclaireurs à longue portée discuter de clés biologiques et de systèmes de défense perdus depuis longtemps sur des lunes non colonisées. Une grande partie avait été rejetée comme des histoires de beuveries racontées dans les bars par des expéditions qui ont échoué. Cependant, si Nikita disait la vérité, et je n'avais maintenant aucune raison de douter d'elle, alors nous n'étions pas simplement en train de piétiner un terrain sacré. Nous nous tenions sur quelque chose qui valait la peine de mourir pour. Alors que le soleil matinal commençait à montrer son éclat bleu argenté, Nikita se leva, les muscles endoloris et la cicatrice sur sa cuisse commençant à s'assombrir sur les bords. Malgré cela, elle traversa vers moi et s'accroupit à côté d'un rocher couvert de mousse. « Nous partons à Suncrest », murmura-t-elle en pointant du doigt. Alors que nous avancions vers le nord-est à travers la forêt dense, j'ai jeté un coup d'œil à ma jeune sœur inconsciente mais stable, et j'ai demandé « Tu penses qu'ils nous suivent ?» Nikita a répondu avec assurance « Oui, je le pense. Ce ne sont pas seulement des braconniers avec de plus grands yeux. Elle peut maintenant toucher l'arête de son nez pour sentir différentes huiles synthétiques et le métal des drones. Si l'entreprise avait envoyé une équipe de l'ombre, cela indiquerait qu'il y a d'autres personnes au courant de la voûte, ce qui rendrait ma mission originale encore plus importante. Ce n'était pas une coïncidence qu'ils aient utilisé mes données pour découvrir les secrets de son peuple. Je ne l'avais pas remarqué avant, mais maintenant je le vois clairement. J'ai lancé un balayage de diagnostic sur ma tablette, et bien sûr, il y avait une connexion active de canal de retour qui pingait encore ma dernière synchronisation automatique. « Merde » murmurai-je entre mes dents en grommelant, tout en examinant attentivement la configuration. Nikita s'approcha, observant mes doigts volés sur l'écran. J'ai admis qu'ils pouvaient entendre, même si ce n'était pas en direct, ils avaient nos coordonnées, nos schémas et nos traces de mouvement. S'ils effacent les journaux assez rapidement, j'aurais dû être furieux parce que cette ardoise contenait plus que de simples coordonnées. Elle contenait aussi mes cartes, mes journaux de bord, mes modèles de relevés et des semaines de travail. Au lieu de cela, elle me l'a arraché des mains et l'a fracassé contre le rocher avec un craquement net et décisif. Des morceaux volaient partout, des étincelles s'éteignaient et l'ensemble de l'appareil se réduisait en cendres en quelques secondes. Elle a ensuite laissé tomber les restes brisés à mes pieds et m'a regardé avec incrédulité. Me levant avec un soupir, j'ai dit « Je suppose que nous sommes hors réseau. »
Nous avons fabriqué une litière avec des racines jetées et des feuilles robustes, l'avons attachée avec de la corde de terrain et des branches renforcées, et nous avons tour à tour tiré sa sœur. Malgré sa blessure, sa fierté et son amour, elle insistait pour porter les charges les plus lourdes, afin que sa sœur n'ait pas à souffrir plus qu'elle ne le devait. Au-dessus des ruisseaux débordants, ornés d'algues lumineuses, nous nous frayions un chemin à travers les fourrés et les bosquets de champignons, et le terrain changeait subtilement. À mesure que nous nous rapprochions du veau, le paysage prenait une qualité plus artificielle et géométrique. Les arbres poussaient en spirale, et les chemins de pierre se courbaient en arcs étranges. Vers midi, Nikita fit signe de silence, et je serrai mon poing autour de mon fusil en scrutant la canopée. Puis j'ai faiblement entendu ce qui ressemblait à un minuscule drone de reconnaissance camouflé avec des ailes qui ressemblaient à du vin. Je me suis jeté sous une plante à larges feuilles et j'ai regardé un scintillement passer au-dessus de moi, devenant visible seulement lorsque la lumière l'atteignait à l'angle parfait. Il a plané pendant ce qui semblait être une éternité. Après un bref scan, j'ai chuchoté quelque chose, et une fois que c'était fait, Nikita a grimacé et a hoché la tête. Nous avons accéléré le rythme cette nuit-là sans prendre de pause et sans gaspiller notre souffle. En fin d'après-midi, nous étions arrivés au bord d'un large ravin dont les parois étaient tapissées de cristaux craquelés et de racines fossilisées. À l'extrémité derrière une cascade illuminée par des néons se trouvait l'entrée de la voûte qui ressemblait plus à une ouverture dans la terre qu'à une porte. Du métal ancien bordait l'entrée et des symboles couraient le long de l'arche qui était gravée profondément et légèrement bleue. « C'est ça !» s'exclama Nikita au révérend. « Maintenant la demeure des anciens, leur mystère préservé dans le sang, ai-je demandé. » Elle se leva, serra le poing en un croissant cramoisi foncé et le plaça contre l'arche. Les marques s'intensifièrent et une puissance bourdonna quelque part sous nous. « Je suppose que c'est la clé, » murmurai-je. « Pas n'importe quel sang, » répondit-elle. « Notre meute est choisie et c'est pourquoi ils nous chassent. Ils pensent que notre espèce détient la clé de leur savoir caché, mais ils ne comprennent pas qu'il faut plus que du sang. Il faut de la loyauté et un but. » L'entrée s'ouvrit en grand, révélant une rampe sombre qui descendait dans la terre. L'air frais s'échappait, mêlé de statique et de quelque chose de plus ancien comme de l'ozone mélangé à la mémoire. Nous conduisîmes prudemment sa sœur à l'intérieur pas à pas, jusqu'à ce que nous atteignions une chambre qui pulsait d'une lumière douce. Le sol était lisse et sans joint, les murs couverts de symboles et des consoles basses poussées à partir de la pierre elle-même se trouvaient au centre. Au centre, il y avait une plateforme circulaire avec un centre en retrait et des vrilles de racines cuivrées s'étendant vers l'extérieur. Nous nous reposons ici, Nikita, disant que la voûte les protège du mal. Ici, dans ce sanctuaire oublié, nous avions un moment de sécurité, ou du moins une sensation de sécurité, et juste assez de temps pour nous préparer à la guerre. Je n'ai pas demandé comment elle savait quelle était la clé, mais j'ai doucement posé sa sœur sur une dalle rembourrée et je me suis écarté pour regarder les murs ajuster progressivement leur éclat à un doux ambre. Dehors, la forêt serait bientôt réveillée par le bruit des bottes métalliques, scannant les signatures thermiques et les ordres hurlant à travers les communications. Il était difficile de quitter Nikita des yeux alors que j'observais l'atmosphère étrange de la voûte. La maçonnerie bourdonnait d'une intelligence ancienne comme si elle se souvenait de chaque pas que nous avions fait pour l'ouvrir. Le bourdonnement n'était pas seulement un bruit cependant. Il vibrait sous la peau, résonnant dans les os. L'air se sentait chargé mais propre riche d'une puissance latente qui n'avait pas été perturbée depuis des générations. Sa sœur reposait sur la dalle au centre de la pièce, sa respiration lente mais régulière, comme si elle retournait à un souvenir d'enfance perdu depuis longtemps. Nikita s'approcha de l'un des panneaux muraux, tendit la main et posa sa main sur un emblème surélevé ressemblant à un croissant dans une marque de griffes.
Les marques sur le mur s'animèrent, tourbillonnant vers l'extérieur, en vagues, créant une sorte de carte qui semblait flotter dans les airs. Une projection de ses yeux familiers scannait les projections, peut-être une arme, et ses griffes traçaient des chemins que seule elle pouvait comprendre. Je me suis approché en faisant attention de ne rien toucher, la laissant mener l'interaction. « Cela a été fait par ton peuple », demandai-je bien que la réponse soit évidente. « Non, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Fait avant nous, avant quiconque. Mes ancêtres l'ont également trouvé, tout comme la surface de la Lune et les systèmes stellaires environnants.